Bonsoir et bienvenue dans cette émission Processus électoral en RDC. D'après un rapport d'experts des Nations Unies consulté par certains médias dont Afrique Intelligence, les Nations Unies redoutent l'organisation des élections présidentielles et législatives prévues en 2023 en République démocratique du Congo. Selon un article de l'Afrique Intelligence publié hier mercredi, plusieurs défis expliquent cette crainte et des scénarios sombres sont prévisibles. Le premier défi selon ce rapport est d'ordre sécuritaire à l'est du pays où opèrent toujours une centaine de groupes armés dont le M23 et l'EDF. À cela s'ajoute le déficit financier pour les élections dont le coût est estimé à 900 millions de dollars américains. La CENI est encore loin de récupérer les 640 millions de dollars sollicités pour l'année 2022. Pourtant, cet argent est indispensable à l'achat du matériel électoral, indique ces rapports. Ces experts mandatés par le PNUD mettent aussi en exergue l'inquiétude autour de la volonté du pouvoir en place de contrôler les institutions en charge du pouvoir, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle. Quelle analyse faire des conclusions contenues dans ces rapports? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons Maître Jacquemain Chabani, il est président de la commission électorale permanente de l'IDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Il est aussi avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Bonsoir Maître Jacquemain Chabani. Bonsoir. Avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Merci beaucoup pour la précision. Maître Ferdinand Kambere, avocat, il est secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo FCC en sigle. Bonsoir Maître Ferdinand Kambere. Bonsoir Guy, bonsoir. Et Alain Lomanja, analyste des questions électorales. Bonsoir Monsieur Alain Lomanja. Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission. Les Nations Unies redoutent l'organisation des élections présidentielles et législatives prévues en 2023 en République démocratique du Congo. Selon un article du magazine Afrique Intelligence, publié mercredi et repris par plusieurs médias congolais ce matin, citant un rapport d'experts de l'ONU, plusieurs défis expliquent cette crainte et des scénarios sombres sont prévisibles. En effet, à la demande de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, la mission d'évaluation des besoins électoraux de l'ONU a été déployée en début d'année et a finalisé son rapport. Il s'agit des deux experts électoraux mandatés par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle, qui ont cartographié les risques des conflits avant, pendant et après les élections de 2023. Grâce à Mzati, nous en fait le point. Le premier défi selon ces rapports est d'ordre sécuritaire à l'est du pays où opèrent toujours une centaine de groupes armés dont les M23 et l'ADF. L'état de siège, toujours en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, où toute activité politique reste théoriquement suspendue, laisse craindre des obstacles majeurs pour l'organisation et la tenue du scrutin, notent ces rapports. Ainsi, les consultants du PNUD constatent qu'un glissement du calendrier est désormais possible. À cela s'ajoutent les déficits financiers pour les élections, dont le coût est estimé à 900 millions de dollars. La CENI est encore loin de récupérer les 640 millions de dollars sollicités pour l'année 2022, indispensables à l'achat du matériel électoral. Ces experts mandatés par les PNUD mettent aussi en exergue l'inquiétude autour de la volonté du pouvoir en place de contrôler les institutions en charge du pouvoir, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle. Dans ces conditions, trois scénarios semblent se dégager aux yeux des experts de l'ONU. Le premier verrait les Front commun pour le Congo FCC de l'ancien président Joseph Kabila s'entendre avec la majorité actuelle pour garantir sa présence au sein des deux chambres du Parlement. Le deuxième scénario verrait pour sa part la formation de Joseph Kabila s'entendre avec un autre partenaire de l'opposition pour mener le combat dans les urnes contre Félix Tshisekedi. Enfin, le troisième scénario est celui de tous les dangers pour le pouvoir actuel. Il prévoit un boycott du scrutin par les FCC et son clan, cherchant à travers leur influence sur les forces de sécurité à pourrir les processus électoraux, avec pour conséquence une interruption des opérations électorales et le début d'une crise politique majeure, ouvrant sur une période de transition et de nouvelles élections. Merci à vous, Gas Amzati. Maître Jacquemain Chabani, je rappelle que vous êtes président de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes aussi avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Nous venons de le suivre à travers ces reportages de Gas Amzati. Les Nations Unies, à travers un rapport de ces experts, expriment des craintes quant à la tenue des élections présidentielles et législatives de 2023.
Ces rapports évoquent notamment les contraintes liées au temps. Il y a cette question des déficits de confiance à l'endroit des institutions chargées de gérer les élections, la CENI et la Cour constitutionnelle. Les questions sécuritaires aussi sont relevées. Il y a aussi ces problèmes de légitimité de la CENI et aussi les déficits de financement de ces élections. Maître Jacquemain Chabani, prenons d'abord la question sous les temps. En 6 mois, il ne sera pas possible de réaliser toutes les activités préélectorales prévues qui nécessitent environ 640 jours selon ces rapports. Comment vous réagissez, Maître Chabani, à ces allégations? Bon, d'abord, je dois relever que je n'ai pas eu le temps de prendre connaissance du rapport des experts des Nations Unies. Mais nous, en tant que parti politique UDPS, nous avons rencontré ces deux experts, nous avons une séance de travail avec eux. Et je crois qu'en dehors de nous, ils ont eu aussi à rencontrer d'autres cercles, d'autres parties prenantes. C'est un avis, c'est une opinion, effectivement celle des experts des Nations Unies. Je me dis personnellement qu'elle a son pesant d'or dans ce sens qu'elle met la pression sur tout le monde, pour nous tous, et principalement aussi sur la CENI et le gouvernement. Mais s'il faut partir d'expérience, aujourd'hui on nous parle de 604 jours. En 2018, il était question de 504 jours pour la tenue des élections. Les élections ont eu lieu. C'est vrai qu'il y a eu à redire non seulement en 2018, mais aussi en 2011 et en 2006, après les scrutins. Et là, il faut aussi arriver à considérer que le Congo est une jeune nation. C'est au lendemain du dialogue inter-congolais que nous avons décidé ensemble d'aller dans ce cycle électoral et qu'au lendemain de chaque cycle électoral, nous prenons le soin de tenir compte des revendications et de le parfaire. Mais je reste convaincu et nous, l'UDPS, nous en tenons à la feuille de route publiée par la CENI le 3 février 2022. Et nous observons que la CENI, de jour en jour, remplit ses devoirs, malgré les difficultés. Et à cela, il faut relever que notre commission électorale a quand même cette expertise d'organiser des élections dans un environnement difficile et complexe. Donc nous, en tant que parti politique, aussi longtemps que la CENI ne nous dira pas que cela est impossible, on se prépare à la publication d'un calendrier et à aller au scrutin dans les délais constitutionnels. Autre point, c'est le déficit de confiance à l'endroit des institutions chargées, n'est-ce pas, de gérer ces élections, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle. Maître Jacquemain Chabani, quelle pourrait être la crédibilité des élections dont la gestion est assurée par des institutions qui semblent ne pas inspirer confiance dans une certaine opinion? Non, il sera aussi difficile d'avoir une unanimité à 100% sur ce type de questions. Le jeu de mise en place des responsables au niveau de la CENI, c'est un jeu ouvert dont la principale responsabilité est celle du législateur de l'Assemblée nationale. Donc ça s'est fait comme tout le monde le sait. Moi je regrette jusqu'aujourd'hui que certaines familles politiques n'ont pas voulu jouer franc jeu. Mais le plus important, c'est que la commission électorale puisse donner au peuple congolais, aux électeurs congolais, un scrutin libre, transparent et démocratique. Ce scrutin libre, transparent et démocratique, le jour du vote, avant le vote, pendant les délibérés pour qu'on ait les résultats, c'est ça qui donnera un crédit aux résultats proclamés. Le reste, c'est aussi de la politique. Un scrutin libre, transparent et démocratique, n'est-ce pas que ces appréciations sont aussi liées à la conception que l'opinion a des acteurs principaux qui gèrent ces élections? Oui, mais on peut aussi se tromper sur les acteurs. Personne ne croyait que la CENI de 2018, lorsqu'il était question de 504 jours, aurait eu la capacité d'organiser des élections. Beaucoup ne croyaient pas en la capacité à la machine à voter à être efficace et efficiente lors du scrutin de 2018. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun débat sur ces questions-là. Donc, on peut aussi se tromper sur les personnes.
900 millions de dollars, c'est le budget global, n'est-ce pas, de ces élections. Déjà, selon ces rapports, les 640 millions exigés pour 2022 n'ont toujours pas été libérés. N'est-ce pas là une autre pesanteur pour la tenue de ces élections, Maître Jacquemain Chabani? Oui, c'est une pesanteur et je crois qu'il faut que tous les partenaires doivent continuer à maintenir la pression sur cette question-là. Mais elle est de la responsabilité première du gouvernement de la République, qui jusqu'à présent continue à rassurer qu'il n'y aura aucune difficulté financière à organiser les élections. Et deuxièmement, de la CENI. Nous avions entendu il y a quelques mois le président de la CENI se plaindre sur la difficulté d'encaissement des fonds. Jusqu'à preuve du contraire, il ne se plaint plus. La CENI est opérationnelle sur terrain. Je ne dis pas qu'il ne rencontre pas des difficultés, je suis convaincu qu'il les en rencontre. Mais je crois que c'est un train qui avance. Et nous, en tant que parti politique, on attend la publication du calendrier et on se prépare à affronter ce scrutin. Et par rapport à la situation sécuritaire qui est un des points, n'est-ce pas, relevés dans ces rapports, comment vous entrevoyez vous-même les élections dans un espace géographique régi par l'état des sièges où certaines activités politiques ne sont pas permises, Maître Jacquemain Chabani? Oui, c'est une question extrêmement importante qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons eu des élections en 2006 pendant que il y avait des grandes parties du territoire de la République qui étaient dans des conditions aussi malheureuses que celle-là. Ça a été de même en 2011 et en 2018, malheureusement. Le gouvernement de la République a fourni des efforts énormes pour pacifier la partie orientale de la République, mais je crois que nous avons tous constaté ensemble que les ennemis de la République, à peine on y arrivait, après la rencontre de Nairobi, se sont arrangés pour nous ramener en arrière avec cette aventure malheureuse du M23. Donc, à cela, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la République doit s'arrêter ou on doit continuer à avancer? Je crois qu'il nous faut quand même avancer. Nous avons des exigences constitutionnelles qui exigent que des élections s'organisent dans un délai prévu. Malheureusement, nos compatriotes de ces partis de la République vont, dans les difficultés aussi, aller au vote. Mais bon, il y a encore près de 12 mois, donc je crois que ça pourra aussi peut-être se régler et on parlera d'autre chose. Ces experts mettent aussi en exergue l'inquiétude autour de la volonté du pouvoir en place de contrôler les institutions chargées, n'est-ce pas, de gérer les élections, la CENI et la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est dans l'intention du pouvoir en place de pouvoir contrôler ces institutions afin que les résultats lui soient favorables, les résultats de ces élections? Pas du tout. Je crois que c'est beaucoup plus un discours politicien de certains de nos amis qui peut se justifier d'une manière ou d'une autre. Il y a eu plusieurs candidatures pour la gestion de la CENI. De toutes ces candidatures, une devait passer, elle est passée, et puis voilà. Bon, on aurait accusé aussi d'autres de vouloir avoir la gestion de cette institution. Maintenant, au niveau du pouvoir judiciaire, ce sont des magistrats qui sont désignés, donc le plus important, c'est la crédibilité du scrutin, et jusqu'à preuve du contraire, la CENI travaille dans ce sens-là. Allons au vote. Merci, Maître Jacquemain Chabani. Maître Ferdinand Cambéré, vous êtes avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo FCC en sigle. Comment vous réagissez à ces rapports des experts des Nations Unies sur les élections de 2023? Merci Guy Maté pour cette opportunité que vous nous accordez. Je profite pour saluer les co-débatteurs, Maître Jacquemain Chabani ainsi que Ale Lomanja, ainsi que tous les auditeurs de Radio Okapi pour cette soirée. Je pense que notre réaction est celle de saluer ce rapport qui est en train de sonner l'alerte, parce que l'opposition, comme vous le savez, dès le début a sonné déjà sa sonnette d'alarme pour décrier et dénoncer les vices qui a été organisé, préparé par les régimes en place pour torpiller les élections malheureusement. Je crois qu'à la demande de la CENI, que cette mission a été mise en place pour évaluer ce processus-là et qu'ils aient donné
ce que nous avons vu là comme conclusion, effectivement, le régime en place a préparé ce glissement-là dès le début même du processus parce qu'il n'attendait pas que les trois parties prenantes au processus électoral se mettent sur une même table et trouvent un consensus dans la mise en place de la CENI, dans la mise en place du processus à lui-même, la loi électorale, de la manière où elle a été votée, vous le savez, et même promulguée, vous le savez. Donc tout a été préparé pour que s'il n'y a pas de glissement, alors ils vont nous pousser dans des élections qui vont nous pousser dans les chaos. Et le tableau, quand il est dessiné par ces experts-là, je crois que l'opposition l'avait déjà dit. Malheureusement, on est en face d'un gouvernement sourd, d'un régime sourd, qui ne jure rien que pour se représenter et distribuer les sièges demain au Parlement, tel qu'on est en train de voir comment il se déploie. Les députés de l'Union sacrée aujourd'hui sont sur le terrain, rien que pour inciter contre, par exemple, la MONUSCO, tout le monde est en train de suivre cela. La manière dont le M23 a été déployé à Bunagana, où on sent bien la complicité même du pouvoir, où on les laisse là, on va signer à Luanda un cessez-le-feu et demander aux militaires de ne plus se battre, et de se lamenter que lorsqu'on attend que les M23 les attaque pour brandir ces cessez-le-feu, et aujourd'hui on veut nous parler des élections. C'est de quelles élections dont M. Chabani est en train de parler? C'est de quelles élections dont Kadima est en train de parler? Par rapport aux difficultés financières relevées, n'est-ce pas, dans ces rapports, il y a des analystes qui rappellent que les élections de 2018 avaient été financées presque totalement par le gouvernement et ils estiment que si le gouvernement de cette époque a su mobiliser des ressources nécessaires, pourquoi celui d'aujourd'hui ne réussirait pas à les faire? Je crois que sur le plan du déficit budgétaire, il faudra bien qu'on nous montre d'abord cette volonté de vouloir déployer notre armée et de lui donner les capacités nécessaires d'abord pour sécuriser la République dans ses frontières. Mais laisser l'armée sans rien faire, sans lui donner les moyens nécessaires et commencer à se plaindre et commencer maintenant aujourd'hui à vouloir parler des élections dans ces chaos, dans un pays déjà conquis par le Rwanda et l'Ouganda à travers les M23, je ne sais pas de quels moyens aujourd'hui qu'on voudrait que nous croyons, nous de l'opposition, nous croyons qu'ils vont donner à la CENI, lorsqu'ils ne savent pas les donner déjà des moyens nécessaires à l'armée, qu'ils vont donner à la CENI pour organiser des élections. Mais avant ça, le préalable c'est quoi? Je crois que c'est la confiance, comme les rapports le disent, la confiance entre les partenaires. Le pouvoir ou la majorité, comme on dit, l'opposition et le troisième partenaire aux élections, c'est la société civile. Ce sont les confessions religieuses qui n'ont pas été d'accord dans la mise en place de la CENI là-bas. Ils sont là simplement parce qu'ils s'imposent sur tout le monde par la force des billets de banque distribués au niveau du Parlement. J'ai entendu Maître Jacques Chabani dire que c'est le Parlement. Non, le Parlement qui est aujourd'hui majoritairement union sacrée par les coûts des billets de banque ne peut pas être le seul partenaire parce que tous États de la majorité, tous États déjà corrompus de cette manière-là, vous ne pouvez pas exclure la voix de l'opposition, vous ne pouvez pas exclure la voix de la société civile qui représente aujourd'hui la population qui attend, la population qui est souveraine dans ce processus-là. Donc, nous n'y croyons pas du tout. Ça sera par quelle magie avec tout ce qu'il y a comme défi sur le plan social et économique. Au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, nous rappelons, n'est-ce pas, que nous sommes au 4e cycle électoral et tous les 3 derniers cycles ont pu se réaliser dans un contexte d'insécurité dans l'Est. Et cela n'a pas empêché la tenue des élections. Et donc, l'insécurité dans l'Est, nous la connaissons depuis plusieurs années, mais les élections ont toujours été organisées, Maître Ferdinand Kambere. Non, on ne les a jamais organisées avec une partie du territoire sous occupation des armées étrangères. Guy, vous êtes de la radio qui est suivie de partout. On n'a jamais organisé les élections dans notre pays avec l'UPDF dans notre pays, avec l'armée rwandaise dans notre pays. Aujourd'hui, c'est
l'armée burundaise qui s'est invitée sur le territoire congolais sous prétexte déjà du déploiement d'une force régionale qui tend à se déployer, on disait que c'est à partir, je crois, de ces mois ou des mois d'août ici, que déjà cette force régionale est censée être sur notre territoire. On n'a jamais organisé les élections dans ces conditions-là, où il y a un cessez-le-feu, mais tout le monde dénonce les M23. Mais en réalité, on ne fournit aucun effort pour chasser les M23, parce que même quand vous suivez Museveni, vous suivez l'Ouganda, l'arrivée de la force régionale n'est pas là pour chasser les M23. Donc avec tout ça, on ne peut pas me dire que les élections, on les a toujours organisées dans un contexte pareil. Donc ça sera, si on les organise dans cette façon-là, sans associer l'opposition, sans associer les forces de la société civile comme les confessions religieuses, je me demande, ça sera quelle sorte d'élection. Merci Alain Lomandja, analyste des questions électorales. Votre analyse au sujet des conclusions contenues dans ces rapports. Rebonsoir Guimaté. Permettez-moi d'abord de commencer par une petite considération qui consiste à observer une certaine similitude dans la conduite du processus électoral entre la CENI de M. Corneille Nangaa et celle de M. Kadima. En effet, les deux ont entrepris la mise en œuvre des activités préélectorales sans la publication du calendrier électoral. Et ils avaient tous les deux comme prétexte le fait qu'il n'y avait pas de fichier électoral ou bien qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens financiers pour publier un calendrier électoral qui soit susceptible d'être mis en œuvre. Et pourtant, comme on le sait tous, le calendrier électoral est le document légalement contraignant qui permet aussi bien la mobilisation des ressources que la visibilité du processus électoral à partir du moment où il planifie clairement toutes les activités préélectorales, électorales et post-électorales. Si vous me permettez une deuxième petite observation, c'est le fait que contrairement à la CENI de M. Nangaa, la CENI de M. Kadima a commencé certaines activités préélectorales clés en essayant d'écarter ou de ne pas associer certains observateurs des grandes missions d'observation électorale, notamment ceux des églises catholiques et méthodistes. Et je me demande personnellement pourquoi cela est fait de cette manière-là et qu'est-ce qui pourrait être derrière tout cela. J'évoque ces choses-là parce que c'est de nature à confirmer quelque peu les craintes des experts des Nations Unies et du PNUD que je voudrais prendre très, très au sérieux. Comme l'a dit M. Jacquemain Chabani dès le début, chaque fois qu'il y a un processus électoral, il y a des observations, il y a des recommandations des missions d'observation et on parle des réformes électorales pour essayer de tirer profit des leçons qu'on a enregistrées au cours des processus précédents afin d'améliorer les futures élections en préparation. Or, ce qui s'est passé en 2018 nous a suffisamment donné des leçons, mais j'ai eu l'impression que les politiciens n'ont pas voulu ni su tirer profit des enseignements des élections de 2018. Ce qui fait que on a repris ou commis les mêmes erreurs qu'en 2018, mais en même temps, on dit qu'on voudrait avoir des élections transparentes. Et moi, personnellement, quand je regarde le processus d'adoption de la loi sur la CENI, le processus de désignation des animateurs de la CENI, le processus de discussion et d'adoption de la loi électorale, je n'ai pas vu la volonté politique d'aller aux élections qui soient à la fois transparentes et crédibles. Ce que j'ai vu plutôt, c'est la volonté de certains acteurs politiques de vouloir conserver le pouvoir à tout prix et au mépris des standards internationaux d'élections crédibles. Et ça me donne à confirmer un peu les craintes des experts des Nations Unies. Voilà, il y a une frange de la classe politique ainsi que des forces vives de la nation qui estiment que le bureau actuel de la CENI n'est pas légitime. Et comment peut-on, à votre avis, régler ces problèmes de légitimité du bureau qui est chargé de gérer les élections? En fait, on aurait pu parler d'abord de la légalité. Ce qui a été fait, ça a été fait par les institutions républicaines et ça a respecté dans une certaine mesure les lois de la République. Et on peut se dire que les procédures légales ont été respectées, théoriquement. Mais quand on regarde
comment ce processus a commencé, tout ce qui s'est passé dans les coulisses, tout ce qui a entouré la désignation des membres de la CENI, on peut se dire qu'il y a un sérieux problème. Le premier problème, il ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, c'est quand les politiciens se sont mis en tête l'idée que la majorité à l'administration électorale doit dépendre de la majorité à l'Assemblée nationale. À partir de ce moment-là, on a mis en place un système déséquilibré qui enlevait toute indépendance à la Commission électorale nationale indépendante. Et c'est ce qui a été fait par le pouvoir précédent, c'est ce qui a été repris et accentué par l'actuel pouvoir qui s'est octroyé dans la loi déjà un nombre beaucoup plus élevé que celui que le pouvoir précédent se réservait. Et vous avez même vu, là où il fallait désigner des acteurs de l'opposition, il y a eu des gens qui se sont déclarés de l'opposition, mais les composantes reconnues de l'opposition n'ont pas désigné les personnes. La majorité à l'Assemblée nationale est passée outre et a un peu comme coopté des membres de la CENI. Et dans ces conditions-là, il est difficile de parler de la légitimité de cette équipe-là, malheureusement. Voilà, vous évoquez cette logique selon laquelle la majorité à la CENI doit dépendre de la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Cela voudrait dire que les conditions qui ont prévalu à la tenue des élections, des processus, n'est-ce pas, électoraux 2006, 2011 et 2018 sont les mêmes, sont similaires à celles d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il faut plutôt faire une différence entre le processus électoral de 2006 et les autres qui ont suivi après. En 2006, si vous regardez attentivement, au sein de la CEI, on avait une représentation égale et équitable des composantes et entités. Il n'y en avait pas qui étaient en surnombre par rapport aux autres. Et cela a créé comme une sorte d'équilibre de force qui permettait aux différents camps politiques de se surveiller mutuellement. Mais depuis 2011, le pouvoir de M. Kabila a pensé qu'il fallait accorder la majorité des membres à la CENI à ceux qui ont la majorité à l'Assemblée nationale. Un peu comme pour dire, quand vous avez gagné la Ligue des Champions, à la prochaine Ligue des Champions, vous proposez vous-même l'arbitre parce que vous êtes le vainqueur de la Ligue des Champions. Vous voyez comment c'est un peu absurde. Et c'est cette logique-là que les politiciens, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, quand ils arrivent au pouvoir et qu'ils ont les moyens d'État, c'est cette logique-là qu'ils sont en train de perpétuer et qui ne nous permet pas d'avoir un organe de gestion des élections qui soit à la fois neutre et indépendant. Et voilà pourquoi la société civile avait beaucoup lutté pour qu'on puisse avoir une commission électorale qui soit totalement indépendante, mais on nous a fait croire que parce qu'elle s'occupe des élections, elle ne peut qu'être un organe politisé. Maître Jacquemain Chabani, ce qui importe maintenant, c'est de savoir si, en dépit des pesanteurs, n'est-ce pas, évoqués dans ces rapports, la RDC est-elle à mesure de réussir à organiser, n'est-ce pas, les élections 2023, des bonnes élections qui soient différentes de celles qui ont été contestées en 2018 et 2011. C'est non seulement notre souhait, mais il faut arriver à réaliser que c'est l'un des grands objectifs de la création même de notre parti. Donc c'est au-delà d'un souhait, ça fait partie d'une promesse de campagne de notre candidat, l'actuel président Félix Tshisekedi. Donc nous avons ce souci-là et nous avons ce devoir-là. Nous nous sommes battus pendant des années. On a fait ici l'historique des élections de 2006, élections que l'UDPS avait boycottées pour des raisons évidentes, de manque de transparence, de liberté, de démocratie de ce scrutin-là. Nous avons fait l'historique des élections de 2011, de 2018 aussi, des scrutins sur lesquels nous nous sommes battus corps et âme pour qu'elles soient non seulement libres, transparentes et démocratiques. Nous nous sommes battus et nous avons payé de lourds tributs pour ce combat-là. Donc nous avons le devoir, l'obligation de donner au peuple congolais ce pourquoi nous nous sommes battus. Selon les experts des Nations Unies, 3 scénarios semblent se dégager, notamment celui, n'est-ce pas, du boycott de ces élections par les FCC, ce qui ne se passerait pas sans conséquences néfastes, Maître Jacquemain Chabani. Est-ce qu'un tel scénario est-il possible?
Bon, c'est à eux de mesurer la nécessité politique. Ils peuvent nous consulter parce que je le disais tout à l'heure, nous avons l'expertise en matière de boycott des élections et en mesurer aussi les conséquences politiques au lendemain de cette prise de décision. Je ne crois pas qu'il y a raison d'y arriver. Le plus important pour nous tous, c'est la stabilité de la République démocratique du Congo. Le plus important pour nous tous, c'est que ce cycle s'exécute, qu'il soit meilleur que celui de 2018, que nous ayons moins de difficultés parce que les difficultés, il y en aura, et que les élections soient le plus libres, transparentes et démocratiques, que le meilleur l'emporte. Merci. Maître Ferdinand Kambere, à vous aussi la même question, en dépit des pesanteurs qui sont évoqués dans ces rapports, parce qu'on sait que à chaque cycle électoral, il y a toujours eu des difficultés, et en dépit de ces pesanteurs, est-ce que vous pensez que la RDC peut réussir à organiser des élections de 2023, donner au pays des élections crédibles, transparentes, inclusives, comme cela est les souhaits de tout le monde? Malheureusement, en 2023, comme l'expert vient de le dire, Maître Alain Lomanja vient de le dire, et je salue sa conclusion. Je crois que tout est parti de la mauvaise volonté politique de vouloir mettre en place un processus qui va simplement garantir que M. Tshisekedi rempile et gagne quel que soit le prix de ces élections-là, et qu'il se forme aussi un parlement des gens qui seront nommés à n'importe quel prix, tel qu'on voit comment ils sont en train d'agir, donc comment ils se déploient. Donc ce premier principe pour dire que les institutions qui vont d'abord améliorer les processus par rapport à tout ce qui était relevé, tout le monde a vu comment on a mis en place cette CENI-là, comment on a voté la loi électorale, et même les propositions de réforme du G8 qui était auteur de cette proposition-là ont été écartées. Toutes les propositions ont été écartées de manière la plus systématique possible. De manière à ce que même si aujourd'hui nous de l'opposition, nous décidions d'aller sur le terrain avec toutes les stratégies, de surveiller peut-être ces élections en demandant à nos membres de passer les nuits dans des centres de vote, en tout cas, la manière que les choses sont là et se dessinent par rapport aux hommes qu'ils ont mis en place et qui l'ont voulu, ça sera qu'on proclame vaille que vaille l'homme qui sera là. Si on boycotte, ça sera encore la grande fête, un grand jubilé pour ce régime en place. Donc c'est pour vous dire simplement que, comme l'a conclu les rapports là, rien n'est prédit qu'un quelconque crédit peut être donné à ce processus préparé déjà par le pouvoir pour vouloir rester là malgré tout ce qu'ils imposent comme souffrance à la population. Et aujourd'hui, ce droit qui est légitime et connu, consacré par l'article 5 de la Constitution, on reconnaît la souveraineté du peuple pour se désigner des nouveaux animateurs des institutions du pays, est déjà confisqué à partir des instruments qu'ils ont mis en place. Le peuple n'aura pas le droit d'avoir un scrutin libre, sincère, démocratique et apaisé. Déjà, on lui a volé ça par cette CENI que nous n'avons pas acceptée. On lui a volé ça par une loi électorale scélérate déjà, qui certainement on voit la volonté avec la Cour constitutionnelle qui sera là pour écarter aussi les candidatures qui vont les gêner. Donc c'est la crise, c'est les chaos qui sont en train de préparer tout simplement. Maître Ferdinand Kambere, nous allons maintenant écouter les points de vue des auditeurs qui sont en train de réagir par rapport au thème de l'émission d'aujourd'hui. Vous allez, Maître Ferdinand Kambere, réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Mbandaka. Meshak Lokando, je vous appelle depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur. Moi, je pense que ces experts veulent ouvrir une brèche pour les glissements, car la CENI et le gouvernement sont optimistes pour les élections en 2023. La CENI a même donné des orientations pour l'enrôlement des Congolais de l'étranger
et la date de dépôt pour les élections. C'est de cette même manière qu'ils avaient dit en 2018, mais finalement, les élections avaient eu lieu. Ces groupes armés existent depuis des décennies. On avait pourtant assisté aux élections en 2006, 2011 et 2018. Maître Ferdinand Kambere, votre réaction? Non, ma réaction est la même que celle de l'auditeur. Donc, ceux qui ont pensé que l'opposition est faible, et que le peuple est faible, et que donc ils peuvent préparer le glissement comme ils veulent, sinon ils attendent peut-être que l'opposition boycotte, comme ça ils organisent une élection simplement de la famille politique de l'Union sacrée pour revenir au pouvoir comme ils veulent contre la volonté de la population. Je crois qu'ils risquent de déchanter. Je crois que les alertes qui sont quand même dans les rapports, parce que les rapports n'est pas allé dans le sens où tout le monde doit accepter les glissements, comme le veut aujourd'hui le pouvoir, ou accepter les élections et que l'opposition se retire bonnement sans leur opposer l'article 64. Je crois que il faut que les gens fassent attention au lieu de rajouter à cette crise qui est déjà là une autre crise électorale. Merci. Merci. Ouais. Alain Lomandja, à votre avis, comment on peut faire pour faire dissiper toutes ces craintes et toutes ces préoccupations par rapport n'est-ce pas, à ce processus, afin que nous puissions avoir des élections qui soient des bonnes élections? Avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même de souligner quelque chose. Il existe déjà actuellement comme une sorte de tendance à vouloir faire des contestations post-électorales une habitude et donc à en minimiser la pertinence. Je trouve que c'est cynique de dire qu'il n'y a pas d'élection sans contestation tout en organisant des conditions objectives de contestation des élections. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il nous faut travailler maintenant, que ce soit au niveau des partis politiques, au niveau de la société civile, il nous faut travailler à la surveillance du processus électoral. Et cette surveillance ne doit pas se limiter seulement à la préparation, à la va-vite de quelques témoins ou des observateurs. Je crois que chaque regroupement politique qui veut être pris au sérieux doit pouvoir organiser sa propre mission de surveillance du processus électoral en se donnant le moyen non seulement de collecter les PV, mais aussi de faire son comptage parallèle de voix, et cela va permettre que 2024 ou 2023 soit différent de ce qu'on a vécu en 2019. Et je voudrais aussi saluer l'intervention de Maître Jacquemain Chabani qui a dit que les élections crédibles et transparentes étaient non seulement un souhait, mais un des objectifs de leur parti et de leur combat politique. Mais ce que je voulais peut-être demander à Maître Chabani, ils sont les partis phares de la majorité actuelle. Qu'est-ce qui a empêché pour que l'UDPS impose cet objectif-là dans les débats parlementaires, dans les débats de l'Union sacrée, pour que et les lois, les cadres juridiques et la désignation des membres de la CENI ne soient pas assujettis à ce que vous dénonciez hier. Merci. Alain Lomandja, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui vient de nous appeler depuis la ville de Mbujimaï au Kasaï oriental. Nous, c'est Kassongo Nyembe Patrick depuis la ville de Mbujimaï au Kasaï oriental. Aux côtés du défi d'ordre sécuritaire et du défi financier, il se pose aussi un autre problème, celui des opérations couplées d'enrôlement et d'identification de la population congolaise au même moment. Et au vu du temps, ces opérations risqueront de constituer une entorse au processus électoral et favoriseraient un décalage à l'organisation des élections présidentielles et législatives dans les délais constitutionnels. Et donc, il y a crainte d'un probable glissement en 2023 qui créera encore des tensions ça et là. Alors, pour ce qui est de finances ou de l'argent, la CENI n'a pas à s'inquiéter, car le régime financier de la RDC ont enregistré des records historiques par rapport à la mobilisation des recettes. Ces recettes mobilisées et bien d'autres financements que les pays reçoivent de part et d'autre doivent nécessairement aider à résoudre les problèmes du pays, notamment les processus électoraux de 2023. Oui, l'auditeur soulève des questions très importantes qui mériteraient d'être prises au sérieux par les animateurs de la CENI et même par les responsables politiques. On a parlé tantôt ici de la mutualisation. On nous a fait comprendre la nécessité de commencer les recensements généraux de la population, mais ça fait des années, depuis 2020 qu'on en parle.
on n'en voit pas clairement la direction, et à un moment donné, on nous a fait croire que cette mutualisation n'était plus à l'ordre du jour, mais j'ai l'impression que ça continue à l'être, et je ne sais pas très bien quelle est la stratégie que la CENI va finalement adopter. Toutefois, j'ai entendu les responsables de la CENI dire qu'ils allaient s'occuper de l'enregistrement des électeurs et qu'ils n'avaient rien à voir avec le recensement qui va se faire. C'est tant mieux si c'est le cas. Mais si ce n'est pas le cas, je crois que nous sommes dans une situation très compliquée parce que il va falloir que quelqu'un soit responsable d'un éventuel deuxième glissement du processus électoral. Déjà, quand on regarde la feuille de route qui a été publiée par la CENI, il y a des activités qui étaient censées être déjà terminées, qui n'ont pas encore commencé ou qui ne sont pas encore terminées. Par exemple, la mise à jour de la cartographie opérationnelle, qui était censée être terminée au mois de mars 2022. Nous sommes au mois d'août et on parle encore de la finalisation de la cartographie. Allez, Oui. Nous sommes à la fin de l'émission, vous pouvez aussi conclure? Ce que je peux dire, c'est que la volonté d'organiser des élections crédibles et transparentes est une question qui dépend toujours des acteurs politiques en présence, et j'espère que le peuple congolais aidera les acteurs politiques, ces acteurs politiques, à assumer leur rôle et à lui garantir le droit de choisir ses dirigeants. Merci beaucoup, M. Alain Lomandja. Maître Jacques Chabani, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa. Patient Biamungu Kuba depuis la ville-province de Kinshasa. S'il faut parler des élections classiques, transparentes et réelles, les Nations Unies peuvent aussi avoir raison, mais avec l'expérience que nous avons de ce régime d'exploitant l'organisation des élections, apparemment M. Kadima, avec sa CENI préfabriquée, nous prépare une surprise et il y a des gens, son président élu de 2023 avant 2023 était député. Pour preuve, l'effet d'entamer les activités électorales sans calendrier, tel un avion sans boussole, la négligence du consensus par l'ignorance des acteurs politiques les plus importants, notamment l'opposition et les confessions religieuses. Je suis tenté de dire que la CENI actuelle n'a pas la mission d'organiser des élections, les vraies, mais de les préfabriquer. Maître Jacques Messabani, votre réaction? Je ne suis ni le porte-parole de la CENI, ni l'avocat de la CENI, mais ce que je peux relever par rapport à la préoccupation de notre compatriote en termes de boussole, c'est que la CENI a mis à notre disposition, à nous tous, une feuille de route depuis le 3 février 2022, qu'elle est en train de suivre en termes de boussole. C'est ma compréhension à moi. Et il est prévu dans les semaines prochaines la publication d'un calendrier, comme je l'ai dit, que nous attendons tous. Je vais me permettre ici, malheureusement à la fin de l'émission, de saluer mes co-débatteurs et de réagir à une préoccupation de M. Alain par rapport à l'UDPS. Il a relevé le fait qu'on n'a pas su influencer positivement les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, c'est peut-être un constat que nous avons fait tous ensemble et qui n'est que la conséquence logique de la démocratie. Nous n'avons pas cette majorité utile et nécessaire au niveau de l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut qu'on aille aussi aux élections, qu'on appelle le peuple congolais à voter utile, en toute responsabilité, à tous les niveaux, de manière à doter la République démocratique du Congo des assemblées dans les provinces et au niveau national dans les deux chambres, constituées de représentants responsables. À partir de là, je crois que ensemble, on pourra dégager non seulement des options, mais des lois d'intérêt général. Merci, Maître Jacques Chabani. Je considère ça comme votre conclusion. Maître Ferdinand Kambere, votre conclusion, les recommandations que vous pouvez formuler pour que les processus électoraux atterrissent en douceur. Je crois que c'est des partis, c'est vrai, c'est comme Maître Chabani, je salue aussi tous les co-débatteurs ainsi que les intervenants. Je crois que la conclusion de Maître Chabani déjà dit tout, parce qu'à la réponse, à la réaction d'Alain, il reconnaît que l'IDPS n'a pas été capable d'imposer à l'Union sacrée un processus qui puisse être crédible et qui puisse rassurer tout le monde. Et que donc là, nous sommes avec un processus qui prépare un chaos dont personne ne veut, et il est grand temps de demander à cette CENI-là de démissionner et d'inviter que tous les acteurs, tous les partenaires
nous revenions sur le principe de la parité pour refaire la CENI, nous revenions aux bonnes normes pour que nous ayons une cour constitutionnelle qui va rassurer tout le monde. Le processus électoral est pour le peuple et non pour les acteurs politiques. C'est pour l'avenir du pays qu'on met en place un processus qui rassure tout le monde. Merci à Maître Jacquemain Chabani, à Maître Ferdinand Cambéré, à M. Alain Lomanja d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique et à Kéline Kouté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. À la présentation, Guy Maté. Merci encore une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Kapi.